Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors pour ce qui sera notre dernière vidéo de l'année 2021, on vous a gâté avec une petite étude, on va dire, assez corsée. Donc n'hésitez pas à prendre quelques jours de vacances pour essayer de trouver la solution par vous-même. Et lorsque vous aurez fini de vous creuser la tête, remettez en lecture la vidéo et Romu va vous dévoiler la solution particulièrement riche de cette étude, je crois avoir oublié de le dire, qui a été composée par Matus en 1980. Alors effectivement, je ne sais pas pourquoi tu as dit une petite étude. Par habitude. Elle est tout sauf petite. Elle est effectivement pas évidente, donc elle va bien vous occuper pendant les fêtes de fin d'année. Donc c'est voilà, vous penserez à nous. Et donc on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc on voit que les blancs ont simplement une tour et un fou, et un roi bien évidemment, tandis que les noirs ont une tour et trois pions, et dont deux qui sont extrêmement menaçants et très dangereux, puisqu'il y en a un qui est en D2 et qui menace de s'avancer en D1 pour faire une promotion, et le pion C se trouve en C3, également extrêmement dangereux. Donc la situation est très tendue, et gagner cette position semble relativement difficile, et ça l'est. Qu'est-ce qui peut nous donner de l'espoir de gagner cette position? C'est essentiellement le roi noir qui est pas forcément très à l'aise. Il est déjà sur le bord de l'échiquier, sur la 8e rangée. Le roi blanc en E6 est très bien placé et prend la case E7 et F7 à son homologue. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. La tour en A4 peut éventuellement s'avancer sur la case A8 pour essayer de s'en prendre à ce roi. Et on a un fou en G3, oui, il y a aussi via la colonne G, et il y a un fou en G3 qui peut d'ores et déjà faire échec en D6, ou éventuellement aller sur la grande diagonale pour contrôler la case G7 de fuite. Enfin, on sent que le roi noir est un peu resserré et se trouve dans une situation inconfortable, d'autant plus que les noirs ont un pion en H7. Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle, mais en fait, ce pion est plus gênant qu'autre chose, puisqu'il est évidemment pas très dangereux, puisqu'il est trop loin pour être menaçant et pour s'avancer pour faire une dame, mais il prend surtout une case de fuite au roi noir. Donc, on va le voir par la suite, ce pion va s'avérer être relativement gênant. Donc, les premiers coups ne sont pas très difficiles. On comprend qu'on a bien du mal à contenir les deux pions C et D des noirs. Donc, notre chance se réside dans l'attaque du roi noir. Donc, on va évidemment essayer de faire des échecs. Et il y a un échec qui nous tend les bras, bien sûr, c'est fou D6, qui fait intervenir le fou dans l'attaque et qui va essayer donc de collaborer avec le roi et la tour pour attaquer le roi. Donc fou D6 échec. On va éliminer tout de suite roi E8, puisqu'après tour A8 c'est mat. Donc ça, c'est facile. Donc seule case roi G7. Oui, au roi G8, mais qui ne change pas grand-chose. Qui change rien, effectivement. Mhm. Et là, tour G4 échec. Alors pourquoi on passe par la colonne G? Parce qu'on voit que le roi va être obligé d'aller sur la colonne H, ce qui est encore une fois une très bonne nouvelle pour les blancs, puisque le roi va vraiment manquer de cases de fuite. En H6, il manque tellement de cases de fuite qu'il les mat en un coup après fou F8. Donc merci à la tour H5 et au pion H7 dont on a parlé tout à l'heure. Et donc la seule case viable, en tout cas à moyen terme, c'est la case H8. Donc là, première étape du plan réalisé, on a confiné le roi dans le coin, il est complètement coincé, il n'y a plus de case de fuite pour lui. Donc maintenant, comme il se trouve sur une case noire, on n'a qu'une envie, c'est de placer notre fou sur la grande diagonale, de façon à délivrer un échec et mat. Donc malheureusement pour les blancs, fou E5 n'est pas possible ici immédiatement, puisque évidemment les noirs feraient tour prend E5, et après roi prend E5, le pion noir irait faire dame en D1. Donc
bien sûr, fou E5 ne va pas. Donc là, Laurent, on a le choix. Oui, on a le choix parce que, comme tu viens de nous le dire, il faut absolument mettre le fou sur la grande diagonale. La case E5 n'est pas disponible. Essayer d'arriver sur D4, ça nécessiterait de passer par une case où on va se faire prendre tout de suite. Donc finalement, les deux seules cases sur lesquelles on peut rêver de faire mat sont soit la case C3, évidemment en passant par B4, soit la case F6, évidemment en passant par E7. Alors là, quand on est en train de chercher la résolution d'une étude, c'est le genre de moment où on ne peut pas intuitivement savoir quel va être le bon coup. Donc il faut piocher, il faut se poser des questions. Et totalement par hasard, nous allons regarder en premier fou B4, qui donc menace de faire mat tout bêtement par fou prend C3. Alors comment est-ce que les noirs vont essayer de se défendre? Parce que finalement, on le sait depuis qu'on résout tous ensemble des études sur cette chaîne, la difficulté d'une étude réside essentiellement dans les capacités à trouver la défense de l'adversaire, à anticiper la défense de l'adversaire. Oui, c'est clairement la tâche la plus difficile et surtout dans cette position, ça ne va pas être forcément très évident. Donc là, la situation est extrême. Donc comme d'habitude, on regarde les solutions extrêmes pour parer la menace fou prend C3. Et comme toujours, on regarde les échecs en premier. Et ici, la défense passe par le spectaculaire tour E5, échec. Donc, quelle est l'idée? L'idée étant qu'après roi prend E5, déjà, le roi se trouve sur la diagonale, donc la grande diagonale. Donc fou prend C3 ne fait plus échec, et encore moins mat du coup. Et donc les noirs ont le temps de faire D1 dame. Ouais, et on comprend bien que si notre fou avait été, si on voulait déjà résumer, hein, si on voulait déjà avoir quelques idées, si notre fou avait été sur E7 plutôt que B4, eh bien il aurait la possibilité de faire mat, alors que depuis B4, tu nous l'as dit, il n'y a pas de mat, tout simplement parce que le roi obstrue cette partie de la diagonale. Ok, mais on peut peut-être insister un petit peu avec les blancs, c'est-à-dire qu'après tour E5 échec, on n'a pas signé de contrat pour accepter tous les cadeaux de l'adversaire, et on peut avoir d'autres idées pour faire mat. Ce roi est confiné, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, et on pense notamment à ce coup roi F7, qui a le mérite de créer une nouvelle menace de mat sous la forme de tour G8. Oui, tout à fait. Effectivement, on l'a dit. Et donc le roi manque d'air, donc c'est légitime de vouloir le mater comme ça aussi. Donc là, il y a deux coups pour essayer d'empêcher le mat, soit tour F5 échec, soit H5 pour donner la case H7 au roi noir. Alors sur H5, il y aurait tout simplement tour G8 échec. Et On après va se roi, contenter du perpétuel. voilà, on peut faire tout simplement perpète. Et on voit qu'on ne va pas gagner cette partie. Donc les noirs ont au moins la nulle en poche avec cette version-là, Ouais. alors qu'on rappelle qu'on jouait pour gagner avec les blancs à l'origine. Ouais. Mais on peut même jouer pour le gain avec les noirs ici, hein. On n'est pas obligé de prendre la nulle avec H5. Ouais, tour F5, c'est même plus ambitieux parce que, on le rappelle, hein, les noirs menacent avec leur pion de faire promotion et donc tour F5 échec, c'est beaucoup plus ambitieux. L'idée étant que sur roi E7, les noirs peuvent jouer D1 cavalier, qui est un coup assez amusant. Bon, c'est une étude, hein, donc tout est composé de façon assez rigolote. Donc l'idée étant qu'en faisant cavalier, bien sûr, on défend le pion C3. Et donc là, les noirs restent très favoris, on va dire, pour gagner cette partie avec deux pions de plus. Et surtout, on sent que la coordination des pièces blanches a été cassée, c'est-à-dire que le roi sur E7 est désormais coupé, donc il ne peut plus aider à bloquer le roi de l'adversaire. Avec les noirs, on va avoir le temps de jouer H5 et de libérer notre roi, et le fou n'a pas accès à cette fameuse grande diagonale qui est finalement le nœud de l'étude, hein, le nœud de la position. Et petite question quand même, est-ce qu'après tour F5 échec, on pourrait pas plutôt choisir roi E6 en se disant j'attaque quand même une tour, je menace mat avec fou prend C3, bon, peut-être que roi E6 est un petit peu plus riche que roi E7. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? C'est un peu le même principe que tout à l'heure, en tout cas un peu la même méthode de défense, à savoir le coup tour tour F6, pardon, c'est la même chose que tour E5 de tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. Et donc sur tour F6 échec, l'idée donc c'est que sur roi prend F6, maintenant le roi
encore une fois, obstrue la grande diagonale, et donc fou prend C3 ne fait plus mat. Donc les noirs ont le temps, encore une fois, de faire dame en D1. Ouais, c'est même plus riche que ça parce que, comme on va le constater, on va avoir une situation qui ressemble beaucoup à celle-ci dans l'étude, mais si dans cette situation les blancs tentent le coup fou prend C3, on peut le jouer. S'ils tentent le coup fou prend C3 en se disant bon ben je vais essayer de réorganiser mes pièces, recoordonner mes pièces, eh bien on va échouer après le coup dame F3 échec, qui par la même occasion va nous permettre de prendre le fou, car on constate que dame prend G4 par exemple échouerait sur quelque chose d'assez extraordinaire, roi F7, dame G7 et fou prend G7 échec et mat. Alors si un jour vous perdez une partie comme ça, vous allez haïr très longuement le pion H7, mais c'est toute l'idée. En tout cas, il faut retenir qu'après fou prend C3, il y a malheureusement dame F3 échec qui met fin au rêve blanc de donner un échec et mat parce que le fou va être pris. Donc, par élimination, on va dire, on comprend que fou B4 n'est pas le bon coup. Alors, il y a différentes choses qui nous mettent sur la piste. Le fait qu'il y ait la possibilité d'une promotion cavalier qui défend le pion C3, et le fait que parfois notre fou sur C3 va être exposé avec des échecs comme je viens de le montrer. Donc, tout ça nous amène à penser que le bon coup, Romu, c'est fou E7. Alors, on a déjà fait un long chemin, mais il est loin d'être terminé. Oui, c'est que le début de l'aventure. Donc après fou E7, donc on menace clairement fou F6. Donc aussi intuitivement, fou E7, alors c'est facile à dire quand on connaît la solution, mais fou E7, c'est vrai que c'est un peu plus intuitif que fou B4. Parce qu'on l'a vu plusieurs fois, les noirs arrivent, grâce à un échec avec la tour, à obstruer la grande diagonale. Alors qu'en E7, comme la diagonale est plus courte, forcément, c'est plus difficile de l'obstruer. Donc, après fou E7, que faire avec les noirs? Donc la défense principale, c'est tour H6 échec. Bon, de toute façon, il faut faire des échecs. On est menacé de mat et il n'y a pas 50 solutions. L'autre coup qu'on pourrait regarder, c'est tour E5. À nouveau. Ouais. Alors pas pour la même idée, parce que tout à l'heure on obstruait la diagonale, mais tu viens de nous le dire, désormais le fou n'est pas gêné par la présence du roi sur cette diagonale. Donc cette fois-ci, le fait de sacrifier la tour, c'est dans le but de libérer le pion H, qui lui-même étouffait le roi noir, et on se dit, nos pions de toute façon n'ont besoin de personne ici, les pions D2 et C3, et maintenant que le roi a un petit peu d'air, s'il arrive à s'en sortir, eh bien ce sont même les noirs qui vont pouvoir gagner la partie. Ouais. Mais là, donc après H5, fou F6 échec. Ouais, tout à fait. Roi H7. Tour G7 échec. En fait, on n'arrive pas trop à, par exemple, sur un coup comme roi H8. Là, on pourrait essayer roi F5 avec l'idée de faire de s'approcher et de faire un réseau de maths. Et sur D1 dame, on gagnerait tout simplement par tour G1, échec à la découverte, qui gagne la dame. Oui, c'est ça, on va gagner la dame, et si les noirs ne font rien de spécial, ils approchent mine de rien un autre pion de la promotion, eh bien avec roi G6, on va venir créer un réseau de maths. On voit qu'il n'y a pas de moyen d'éviter le mat en deux coups, par exemple avec tour H7 et tour H8 mat. Donc après tour G7 échec, les noirs pourraient essayer de s'enfuir de l'autre côté avec roi H6, mais là après tour G1, un coup assez précis qui contrôle la case D1, on met l'adversaire en quasi zugzwang. Il ne peut pas jouer C2 à cause de fou G5 échec, qui va nous permettre de ramasser le pion D, et puis la partie est finie tout simplement, les noirs n'ont plus d'espoir. Et sur un autre coup du type roi H7 par exemple, eh bien on va avoir le temps à nouveau de construire un réseau de maths avec nos trois pièces. Les noirs finalement sont trop lents pour réussir à faire une promotion. C'est difficile de dire quelque chose comme ça quand deux pions sont sur la deuxième rangée, mais c'est la stricte vérité. Et après tour G7, on reconstruit notre réseau de maths. En cas de roi H8, roi G6 va amener au mat dont on a déjà parlé, avec tour H8. Et en cas de roi H6, c'est un petit peu la même chose mais de l'autre côté, tour G8, et la coordination est parfaite avec tour H8, échec et mat. Donc le fait de se défendre par tour E5, cette fois-ci, Romu, on comprend bien que c'était pour donner un petit peu d'air au roi noir, mais seul face à trois pièces bien coordonnées, il ne peut pas s'en sortir.
Ouais, c'est ça, le fou, la tour et le roi se coordonnent à merveille et s'approchent inévitablement du roi noir et arrivent à tisser leur toile autour de lui et le mat devient imparable. Donc c'est pour cette raison que donc, tour E5, on l'a vu, ne fonctionne pas. Donc on va essayer tour H6, qui est la ligne principale de la solution. Mhm. Donc là, sans surprise, roi F7, bien évidemment. On réitère une menace de mat. Donc là, c'est tour G8 qui menace. Donc là, on n'a pas trop le choix. Seul coup pour éviter tour G8, c'est tour G6. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire, il faut être très très précis. On a une nouvelle fois très envie de placer le fou sur la grande diagonale, puisqu'on voit que si le fou arrivait à gagner cette grande diagonale, ce serait tout simplement mat. Donc maintenant, la question, c'est quel est le chemin à emprunter pour y arriver. Donc il y a deux solutions, soit passer par B4, soit passer par D6. D6 pour menacer le fou E5. Mhm. On peut Euh, éliminer, excuse-moi, je te coupe. On oui, peut éliminer fou C5 et fou D4 quand même, parce que lorsque l'adversaire va faire une promotion, justement, il va défendre la case D4. Donc c'est pour ça que oui, tu ne nous as pas parlé de ça, exactement. mais pour, Oui, tu as raison, il faut le voilà, préciser. pour être complet, on va le préciser. Donc à nouveau, fou B4 ou un autre coup. Alors, par habitude, commençons par fou B4. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Alors sur fou B4, ben, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. On Mhm. va obstruer la grande diagonale. De toute façon, c'est notre seul échappatoire. Et on joue en tour F6 échec. Sur roi prend F6. Donc c'est toujours pareil. C'est la même position d'ailleurs. Après Ouais. D1 dame, les blancs pourraient essayer fou prend C3 en se disant je menace une découverte qui ferait mat. Mais c'est la même position que tout à l'heure. Ici, après dame F3, c'est terminé. C'est terminé parce que le fou va être pris dans de mauvaises conditions. Pour être à peu près exhaustif, on n'a peut-être pas parlé de toutes les variantes, mais dans cette situation, peut-être que certains petits malins auront l'idée de penser au coup roi F7, qui crée plusieurs menaces, et on se dit, si l'adversaire veut prendre ma tour, pour éviter la menace de mat tour G8, eh bien, on retrouve notre fameux réseau de mat qui énerve beaucoup les noirs, avec dame G7 et fou prend G7. Mais malheureusement, les noirs ne sont pas obligés de tomber dans ce piège-là, et surtout, ils peuvent casser la coordination, qui est notamment apportée par la position du roi blanc, hein, qui contrôle des cases de fuite extrêmement importantes pour les deux réseaux de maths. Donc ici, on va d'abord déstabiliser le roi blanc par dame F3 échec, et ensuite seulement, lorsque le roi se sera écarté, on prendra la tour, et évidemment, il n'y a plus de réseau de maths, donc les noirs gagnent la partie. Donc nouvelle défense, on a transposé dans une autre position qu'on avait déjà vue, et on constate que décidément, la case C3 n'est vraiment pas la bonne case pour que ce fou puisse accéder à la grande diagonale, donc il ne nous reste que fou D6 finalement. Exactement. Donc fou D6 avec la menace fou E5. Bien évidemment, tour prend D6 n'est pas possible puisque tour G8 ferait mat. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Donc On sur peut fou penser à D6, H5 peut-être. ouais, c'est une autre possibilité pour se donner la case H7. Mais on a vu un scénario un peu similaire tout Ouais. à l'heure avec un roi aussi proche et la tour et le fou qui se coordonnent. C'est sans grande surprise que les blancs vont réussir à faire un réseau de maths avec tour prend G6. Donc là, on menace déjà tour H6 mat, donc roi H7 est forcé, et là, fou F8 réitère la menace tour H6 mat, et qui est imparable. Et la coordination est parfaite, les blancs arrivent à faire mat à chaque fois. Donc finalement, hein, on a déjà envisagé ce genre de scénario. On avait dit que chaque fois que le fou allait vouloir se mettre sur la grande diagonale C3H8, il allait falloir sacrifier la tour afin justement de boucher cette grande diagonale, et on ne voit pas d'autre moyen que tour F6 échec, ce qui va forcer roi prend F6, on suppose. On suppose, de toute façon c'est clair qu'il n'y a pas le choix. Et enfin, les noirs réussissent à faire une promotion, et on a déjà eu cette position, en tout cas presque déjà eu cette position, avec le fou en B4, et on avait dit que ça ne fonctionnait pas, parce que sur fou prend C3, il y avait dame F3 échec. Alors, qu'est-ce que va bien pouvoir changer la position du fou sur D6 plutôt que sur B4, Romain? Le truc, c'est que sur B4,
la menace était fou prend C3, mais ce fou en C3 n'était pas protégé. Et donc il était exposé à une double attaque, un échec par la dame et l'attaque sur le fou C3 combiné. Donc là, le truc c'est que sur D1 dame, les blancs vont jouer fou E5, donc pour prendre la grande diagonale et menacer roi F7 mat. Et la grosse différence c'est que ce fou, il est protégé par le roi. Ouais. Et la dame n'a pas de moyen de faire échec et d'attaquer le fou en même temps. Donc ça, c'est une différence majeure puisque ça permet d'instaurer une menace de mat qui est très très difficile à parer. Donc là, Ok. que faire? Alors, si on prend la tour, on a déjà vu plusieurs fois, le fameux mat avec roi et fou. Autre option dont on a déjà parlé, ce serait de donner un petit peu d'air au roi noir. Alors, comme on l'a déjà croisé plusieurs fois, on se doute que ça va pas être suffisant. Non, effectivement, toujours le même principe. Roi F7, de façon à faire intervenir le fou dans l'attaque. Roi H7 est forcé. Tour G7 échec. Sur roi H8, on retrouve le mat de tout à l'heure. Tour G8 et tour H8. Ok. Et sur roi H6, ça sera encore plus rapide. C'est fou F4 mat. Ouais. Et on remercie le pion H5. Hein. Toujours. Ok. Donc quels sont... Parce que c'est pas fini. Je sens que les gens derrière leur écran se disaient « Ah, c'est enfin terminé ». Et non, il va falloir nous supporter encore un petit peu. Quelles sont les options pour les noirs? Eh bien, il faut se demander quelle est la menace de l'adversaire. Donc la menace de l'adversaire, c'est d'enlever le roi soit sur F7, soit sur E6, soit sur E7, soit sur F5, et de faire mat. Si les noirs pouvaient contrôler ces 4 cases, eh bien, il n'y aurait pas mat immédiatement. Et il existe une case pour faire ça, c'est la case D7. Après dame D7, le roi blanc a le droit de se déplacer, mais seulement sur la case G5, ce qui aurait pour défaut de fermer la colonne de la tour G4 et ainsi de redonner un espoir de vie au roi qui pourrait s'échapper par la case G8. Donc Romu, il faut continuer à travailler. Hein. Ouais, c'est important, c'est important. Et donc ici, que faire? Donc effectivement, tu l'as dit, le roi ne peut pas vraiment bouger, puisque la case G5 n'est pas très intéressante comme on l'a dit. Mais quand même, la présence de ce roi en H8 donne vraiment envie de le mater. Donc on voit que le roi en F6 est quand même relativement bien placé, puisqu'il bloque le roi noir, en tout cas il lui prend la case G7. Donc, puisque le fou E5 n'est pas capable de faire mat, puisque le roi blanc ne peut pas bouger, on va essayer de faire intervenir la tour. C'est l'autre pièce qui est susceptible de faire mat. Et donc, puisqu'elle n'est plus efficace sur la colonne G, on va essayer de la faire passer par l'aile dame pour qu'elle puisse gagner la 8e rangée et ainsi faire mat le long de cette rangée. Donc, on a le choix, encore une fois, on a deux cases. Et tu vas Soit encore B4, nous dire qu'il n'y en a qu'une qui est bonne, c'est ça? eh oui, Oh là eh là. oui. Je suis vraiment désolé, mais c'est ce qui fait le charme des études. Donc, il y a la fausse piste et la bonne piste. Donc, on va commencer par la fausse piste, qui est évidemment le coup le plus tentant. C'est tour B4. Donc, tour B4 menace mat en B8. Alors pourquoi c'est Et le plus ici, tentant? Justement parce qu'on aime bien avoir nos pièces coordonnées et on voit que la tour sur B8 sera protégée par le fou. Donc intuitivement, on aime bien avoir des pièces qui se défendent. C'est oui. vrai que c'est le coup qu'on Et regarde. accessoirement, en A4, la tour est en l'air aussi. Donc, Oui, alors ça c'est un détail de l'histoire parce qu'on a voilà. compris qu'il allait y avoir mat. Oui, oui, oui. Mais donc tour B4 menace tour E8, tour B8 mat, pardon. Mhm. Et donc le bon coup, c'est justement dame E8. Donc dame E8 qui a le mérite d'empêcher roi F7, qui est toujours à surveiller puisque ça ferait mat, et en même temps qui empêche tour B8 échec. Alors tour B8 est quand même jouable, mais ça ne fait pas échec. Et après dame prend B8, fou prend B8. Alors si fou prend B8, bien sûr, on fait C2 et là on s'en sort, c'est facile. Mhm. Et Et surtout, on aimerait faire mat dans cette position. oui, mais le problème c'est que le fou est attaqué par la dame. Et donc malheureusement pour les blancs, on ne peut pas bouger le roi. Enfin, on peut, mais ça serait pas très bon puisqu'il y aurait dame prend fou. Exactement. Donc, ce qu'on comprend, c'est que dévier la dame noire par tour B8, c'est une bonne idée parce que la dame va devoir quitter sa mission défensive et nous permettre de faire roi F7. Mais malheureusement, en prenant la tour,
elle obtient une nouvelle mission qu'elle va réussir à remplir, qui est d'attaquer la pièce qui était censée faire mat. Donc c'est là que ça nous amène à trouver le bon ordre de coup avec le fameux tour A4. Alors effectivement, je suis allé un peu vite en besogne en ne disant pas que la tour était en prise tout à l'heure, mais tu vas nous expliquer que c'est vraiment pas très grave. Ce n'est pas très très grave parce qu'effectivement, sur dame prend A4, la dame avait comme fonction principale en D7 de contrôler la case F7. Et donc maintenant, en prenant la tour en A4, elle ne défend plus cette case. Et donc maintenant, on peut faire roi F7 et c'est mat. Puisque le fou E5 attaque le roi H8. Le fameux mat qu'on a vu plusieurs fois déjà tout au long de cette étude. Alors, quelles sont, après tour A4, les différentes tentatives de défense? On pourrait commencer par faire un échec. Alors, pas n'importe quel échec, parce que, par exemple, après dame D8, on s'exposerait à ce fameux roi F7 qui va amener le mat. Mais pourquoi pas faire échec en G7, en se disant, je fais échec sur la diagonale qui me dérange depuis le début de l'étude, finalement. Là, simplement, on enlève le roi, on fait roi F5. Et on menace tour à 8 mat, accessoirement. Et que faire? Ouais, on voit bien la différence entre le fou sur E5 et le fou sur C3. Hein. Tu nous l'as bien Il est expliqué protégé. tout à l'heure. Voilà, il est défendu. Et Ouais. sinon, il y aurait eu dame prend fou dans de bonnes conditions. Alors qu'ici, dame prend fou, roi prend dame, et on est content, on va gagner. Nouvelle défense qu'on a évoquée quelques fois et qui quasiment à chaque fois ne fonctionnait pas. Pas quasiment, qui ne fonctionnait jamais d'ailleurs. C'est le fameux coup H5, puisque ce pion a tant gêné le roi tout au long de l'étude. On peut tenter de s'en débarrasser ou de le pousser le plus loin possible, mais on va se faire mater cette fois-ci par roi G6. Après nous avoir bloqué, eh bien, il aide l'adversaire finalement en libérant la case G6. Le roi n'a qu'une case en G8, et après tour A8, le mat est très très proche. Donc qu'est-ce qu'il nous reste finalement? Peut-être le même type de défense que sur tour B4, c'est-à-dire qu'on va essayer de fermer la 8e rangée avec dame E8, mais tu vas nous expliquer on va exploiter la différence entre tour B4 et tour A4. Exactement. Donc on voit que la défense ne tient qu'à un fil, évidemment. La dame s'accroche tant bien que mal à la défense de la case F7. Donc il s'agit de la dévier de cette case. Et c'est chose faite avec le coup tour A8. Donc tour A8 qui attaque la dame. Et bien sûr, on ne craint pas la prise de la tour, puisque dans ce cas-là, la grosse différence par rapport à tout à l'heure, lorsque la tour était sur B8, c'est que lorsque la dame prend la tour, elle n'attaque plus le fou E5. Donc là, on peut jouer roi F7 en toute tranquillité. C'est fait bien mat, puisque le fou E5 n'est pas attaqué par la dame. Tout à fait, ouais. Et pour être tout à fait complet, puisque la dame est attaquée lorsqu'on joue tour A8, si les noirs avaient décidé non pas de s'en aller avec leur... si les noirs n'avaient pas décidé de prendre la tour, mais de défendre leur dame avec dame G8, on va y arriver, eh bien on aurait une nouvelle fois la coordination parfaite entre toutes les pièces. La tour cloue la dame, le fou fait échec et mat, et le roi vient de s'écarter pour justement permettre l'activation de ce fou. Bon, cette fois, on est arrivé au bout de cette étude. Elle est quand même assez impressionnante dans sa construction. Franchement, ce compositeur, Matus, n'hésitez pas à aller voir son travail. On connaît quelques-unes de ses études avec Romu, mais vraiment, c'est peut-être un des compositeurs qui mériterait d'être un petit peu plus connu. En tout cas, dans cette étude, il a montré toute l'étendue de son talent parce que c'est vraiment extrêmement riche. Hein. C'est incroyable. Oui, c'est une étude relativement difficile. Donc, on a besoin de vacances maintenant pour s'en remettre. Mais en tout cas, c'est très très joli, c'est très fin. Mais il y a pas mal de fausses pistes. C'est ça qui rendait l'étude relativement difficile. Et même d'anticiper aussi les défenses, notamment lorsque les Noirs sacrifiaient la tour pour obstruer la grande diagonale. Voilà, c'était une étude relativement complète et qui demandait quand même pas mal de qualités diverses pour la résoudre. Et on espère qu'elle vous aura plu et qu'elle ne vous a pas donné trop mal à la tête. Si vous êtes trop fatigué, vous avez les vacances pour vous reposer, pour arriver en 2022 prêt à digérer nos nouvelles vidéos. Mais en tout cas, c'était un plaisir de la présenter aujourd'hui pour cette dernière 2021.
Bon, bah, merci Romu en tout cas pour nous avoir présenté tout ça. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Comme vous le savez probablement, on va prendre des vacances pendant quelques jours et revenir au début de 2022 avec un nouveau contenu, voilà, des choses un petit peu différentes de ce dont vous avez l'habitude, mais pour pouvoir vous proposer ça, voilà, on a besoin nous aussi de prendre un petit peu de recul. Donc on vous souhaite encore une fois de très bonnes vacances de fin d'année et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir au début 2022. À bientôt. À bientôt.